Mesdames, Messieurs, bonsoir. La frontière de l'OTAN avec la Russie vient de doubler. Et c'est la question d'actualité ce soir. C'est un fait pour le moins historique. La Finlande, traditionnellement neutre, choisit de se ranger du côté de l'OTAN. Et officiellement, le pays est depuis le 4 avril le 31e membre de l'Alliance Atlantique. Pourquoi ce changement radical? Eh bien, c'est principalement à cause de l'invasion russe de l'Ukraine et qui a suscité des craintes en Finlande et provoqué donc une amplification du soutien à l'adhésion à l'alliance militaire. La guerre en Ukraine n'a-t-elle pas été provoquée, du moins de la perspective russe, par les intentions de Kiev de rejoindre ce même OTAN, alors que risque cet ancien membre de l'Empire russe, qui est la Finlande, et ancien membre qui est dissous en 1917, car la Finlande, rappelons-le, était sous la coupe de l'Union soviétique pendant la guerre froide, en vertu d'un accord connu sous le nom de finlandisation. Et en échange de sa neutralité, le pays avait été autorisé à développer sa propre politique intérieure et ses propres systèmes économiques tant qu'il n'allait pas à l'encontre de l'Union soviétique. D'ailleurs, et dès l'officialisation de son entrée dans l'OTAN, la Finlande a reçu des menaces directes de Moscou. Pas de quoi terroriser Helsinki, car dorénavant, le pays jouit de la clause de défense mutuelle de l'Alliance qui assure la protection mutuelle des pays membres, comme le stipule ce fameux article 5. Soit, mais les Finlandais iront-ils jusqu'à établir des bases permanentes de l'OTAN sur leur territoire? Sur le plan interne, celle qui a porté ce projet d'adhésion, Sanna Marin, n'est plus aux commandes. Ce tournant politique pourrait-il conduire à un changement de cap pour l'OTAN? Et sur le volet géostratégique, quelles sont les conséquences géopolitiques de l'adhésion de la Finlande à l'OTAN? Des questions que nous aurons le plaisir de discuter en compagnie de mes invités ce soir. Tout d'abord, c'est une joie pour moi que de l'accueillir sur le plateau de Questions d'actu. Il s'agit de l'ambassadeur de Finlande à Rabat, son Excellence Pekka Haivonen. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand honneur. Merci à vous de l'accepter et de participer avec nous au débat. Et avec nous également l'expert en sécurité et géostratégie, Hassan Saoud. Bonsoir. Bonsoir madame et merci pour l'invitation. Merci à vous de répondre à nos questions et de l'avoir accepté. Et notre cher professeur des relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat, c'est Zakaria Abou Dahab. Bonsoir professeur Abou Dahab. Bonsoir Lalla Khadija, votre Excellence. Très content d'être avec vous et c'est Hassan aussi. Et c'est une joie renouvelée que de vous accueillir, messieurs, et de parler de sujets d'actualité, de sujets chauds de l'actualité. Alors, Pekka Haivonen, la Finlande, donc c'est un pays nordique, toujours et traditionnellement entre l'Est et l'Ouest, toujours cet exercice d'équilibriste entre l'Occident et l'Union soviétique précédemment, donc la Russie, maintenant membre de l'OTAN. D'abord, la symbolique de ce changement de cap pour la Finlande et aussi le contexte dans lequel ce changement radical intervient. C'est une décision presque unanime du peuple finlandais, du Parlement. C'est un grand changement qui n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu cette agression du régime Poutine envers l'Ukraine. 24 février 2022 a tout changé. Avant cette attaque, il y avait un appui de 30-35% pour l'adhésion oui. Et 45% contre. Mais 2 mois après l'agression, 80% des Finlandais, selon les sondages, étaient pour l'adhésion. Pourquoi? Une question de sécurité, n'est-ce pas? Et cette menace du régime de Poutine, attaque militaire, c'était évident. Alors c'est pourquoi nous avons presque unanimité accepté l'adhésion, à faire la demande de l'adhésion à l'OTAN. Le Parlement finlandais de 200 membres a voté 188 pour, 7 contre pour cette adhésion. Et après, on a déclenché un processus avec les pays membres de l'OTAN, n'est-ce pas, dont 28 États membres ont très, très, très rapidement accepté l'adhésion de la Finlande. Par exemple, la maison de représentants du Congrès des États-Unis, il y avait 394 votes pour l'adhésion de la Finlande et 18 contre. Alors, ça vraiment montre cette volonté
faire adhérer la Une adhésion Finlande. populaire en Finlande, pour l'adhésion à l'OTAN. Et aussi dans tous les pays États membres, sauf la Turquie et l'Hongrie. La Turquie a bien prononcé ses oppositions et on a commencé. Oui, on va prévenir ça. Mais alors, c'est ce que je veux vraiment dire, c'est que c'était une décision presque unanime après l'agression. Et c'est peut-être le président Poutine, il avait d'autres idées, mais maintenant, c'est un fait. Et je veux souligner aussi que l'adhésion de Finlande n'est pas complète sans l'adhésion de la Suède aussi. Oui. Tout à fait. Pourquoi, alors justement, pourquoi cette adhésion n'est pas complète sans la Suède, en sachant que maintenant qu'il y a le feu vert pour la Finlande, il n'y a toujours pas le feu vert pour la Suède? Oui, et quand vous regardez la carte, la géographie, la Finlande a une frontière commune avec la Russie, 1344 km, dont la Suède n'a pas. La Finlande reste comme un pavé jaune contre la Suède. Alors nous avons depuis longtemps protégé la Suède. Mais la Suède, l'adhésion de la Suède de l'OTAN, c'est aussi volonté du peuple suédois. Et bien sûr, ça pourrait être, nous aurions tous les pays nordiques seraient membres de l'OTAN. C'est pourquoi c'est aussi très important pour nous. Et aussi, bien sûr, notre coopération bilatérale avec la Suède, que ce soit commerce extérieur, que ce soit coopération militaire, des exercices. La Suède est très importante. Et c'est pourquoi, par exemple, quand nous avons le mardi le 4 avril, que vous avez mentionné, quand la Finlande a été acceptée membre permanent de l'OTAN, nous avons la décision que nous avons faite, c'est appuyer, ratifier l'accession de la Suède. C'est que nous avons voulu montrer tout de suite que nous sommes seuls. Nous sommes seuls sans la Suède. Il faudra convaincre la Turquie. Ah oui. Voilà. Alors, colonel Hassan Saoud, il s'agit donc du processus d'adhésion le plus rapide de l'histoire récente de l'OTAN. Est-ce qu'il y a vraiment urgence? Est-ce qu'il y avait vraiment urgence? Vous l'avez dit au début, il y avait un accélérateur, c'était l'invasion de la Russie sur l'Ukraine qui a accéléré le phénomène. Mais il y avait une envie de l'OTAN de faire adhérer ces deux pays parce qu'ils sont d'abord partenaires de l'OTAN depuis très longtemps. Ça fait quand même 30 années qu'ils sont alliés aussi non bien membres. Partenaires. Ils sont dans les opérations de maintien de la paix, ils sont dans les interventions de l'OTAN, Afghanistan, dans l'ex-Yougoslavie, en Irak. Et puis, ils ont eu tout le temps des manœuvres conjointes avec l'OTAN. Donc, c'était désiré d'abord de l'OTAN et puis après de ces pays. Vous savez, ce pays, la Finlande, le pays des hommes heureux, n'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur, il a eu une histoire assez tourmentée quand même, qu'il faut dire. Elle est le produit d'une histoire. Elle a toujours été tiraillée par la domination suédoise, norvégienne, russe deux fois, allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour évidemment être ce qu'elle est maintenant. Un pays où il y a un nationalisme et qui donne ses fruits maintenant. Donc, elle a été forgée par son histoire. Mais elle a fait tout pour être au diapason de l'Europe. Il faut rappeler que c'est quand même un des 6 pays les plus vastes d'Europe, malgré sa population. Et c'est un pays qui, depuis longtemps, a essayé de se mettre au diapason et aux normes de l'OTAN depuis très longtemps, en termes d'interopérabilité et surtout en termes de compatibilité. Qu'est-ce que vous appelez interopérabilité? C'est-à-dire qu'avec tous les pays de l'OTAN, il y a une harmonie. C'est-à-dire interopérabilité, je précise ma question, militaire? Bien sûr. Et autres. Il faut rappeler que l'OTAN est une organisation politique et militaire. Et donc, elle coche à toutes les cases en démocratie, droits de l'homme, etc. Et pour finir, il y a aussi cette compatibilité des matériels qui est importante pour l'OTAN. Et dernier point, c'est une armée de conscription qui est très importante. Il faut rappeler
qu'ils ont 270 000 conscrits et une réserve de 370 mobilisables en 48 heures. Et ils ont une grande artillerie, 1500 pièces d'artillerie, et ils ont les F-35. Et dernier point avantage, ils sont très en avance sur la cyberguerre et la cyberdéfense et la cybersécurité. Donc voilà les atouts que ce pays apporte à l'OTAN. Donc rend l'OTAN plus fort, parce qu'on ne parle, quand on évoque cette adhésion de la Finlande à l'OTAN, on ne parle que de l'OTAN qui protégerait la Finlande en cas d'ambition d'attaque russe sur ce pays nordique. Alors que ce petit pays, rappelons-le quand même, ce petit pays nordique apporte beaucoup à l'OTAN. Oui. Beaucoup. Militairement. Militairement, sur le plan technologique, oui. Sans parler évidemment de tout ce qui est sécurité environnementale, de tout. Et elle coche à toutes les cases, ce pays. Et je pense que c'est un bouleversement géopolitique et géostratégique inédit. Nous y venons aussi, en parlant de bouleversement, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a beaucoup. Ce 2023, vraiment, c'est l'année de tous les bouleversements géostratégiques, dans toutes les régions du monde d'ailleurs. Un mot sur cette adhésion, professeur Zakaria Abou Dahab, notamment justement sur le volet géopolitique, avec cette Russie, même si la Finlande n'était pas complètement, enfin, n'était pas pro-russe, mais cette Russie de plus en plus isolée dans sa région, surtout. De plus en plus isolée et menaçante. Et au final, avec les temps passés, on s'aperçoit que peut-être ce que M. Poutine avait nommé au départ une opération spéciale s'est transformé en une agression ouverte. Et que donc aujourd'hui, les tenants et les aboutissants de cette guerre ne sont pas maîtrisables. Et ce qui fait, je rejoins ce que disait tout à l'heure Monsieur l'ambassadeur, c'est qu'il y a une sorte de parallèle entre la Finlande et l'Ukraine, puisque historiquement, ils étaient enchevêtrés avec l'Empire russe, même du temps des tsars. On était poussés comme chercheurs à voir un peu ce qu'était la Finlande avant la révolution bolchevique. Donc c'est un pays qui est aussi récent, indépendant au XXe siècle, 1917, si ma mémoire est bonne. Absolument. Et du point de vue de l'adhésion à l'Union européenne, l'Autriche, la Suède et la Finlande, c'était en même temps en 1995. Mais à l'époque, la Finlande avait choisi une certaine neutralité parce qu'elle considérait qu'il n'y avait pas de raison de craindre la Russie, l'Empire soviétique qui s'est effondré en 1991 et par conséquent avec la dissolution du pacte de Varsovie. Donc aujourd'hui, comme chercheur vu du Sud, je m'intéresse davantage aux pays nordiques de façon générale, les 5 pays. Et potentiellement, je considère que la Suède, tôt ou tard, allait rejoindre l'ensemble, puisque, comme vous l'avez dit, il y a une espèce de connexion entre les deux pays, et même sur le plan du maillage territorial. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette offensive militaire, cette agression militaire, avait bousculé les lignes, il faut le dire, sur le plan géopolitique, géostratégique, en mer Baltique en particulier, parce que même pour la Finlande, c'est une ouverture qui est stratégiquement extrêmement importante pour le commerce international. Et on voit aujourd'hui que l'OTAN est revivifiée. Je ne dis pas elle renaît de ses cendres, tel le phénix, puisqu'à un moment donné, en 80, on se disait, ça y est, la guerre froide s'est terminée, donc l'OTAN devait disparaître. Aujourd'hui, elle a révisé son concept. Fini la nouveau mort concept. cérébrale. Voilà, la mort. Non, ça, c'est M. Macron contre la Turquie. 2022, l'OTAN a révisé stratégiquement son concept et a inscrit l'agression russe au cœur du dispositif. Alors, mais quand on voit ces menaces-là, il y a une menace aussi aujourd'hui sur la Finlande. Excellent, monsieur l'ambassadeur Haivonen, la Russie promet des contre-mesures. Il y a même, et c'est tout récent, on dit qu'il y a un transfert des armes nucléaires dans la ville de Vyborg, dans la région de Leningrad, à 38 km seulement de la frontière avec la Finlande. Donc c'est aussi un autre tournant stratégique. C'est-à-dire la menace n'a jamais été aussi réelle de la Russie. Depuis 1939, non. Mais c'était, comme vous avez fait la référence en Ukraine, c'est vrai. Nous avons un peu de même fate, même destinée. Et vous savez que ce qui s'est passé en novembre 1939, c'est que Joseph Staline, avec ses troupes, l'Union soviétique, ont attaqué novembre 1939 la Finlande, sans provocation, sans rien. Et ils avaient l'idée de couper la Finlande en 3
Il y avait des bandes militaires, troupes musiciens pour fêter le triomphe. Mais il y avait vraiment une bataille, résistance très forte de la part des Finlandais. On parlait de mort blanche. Ça veut dire que les Russes, les Soviétiques, ils s'étaient attachés dans les routes. Mais les Finlandais, ils faisaient des skis. Ils faisaient des skis et attaquaient petit à petit les colonnes, un peu comme les Ukrainiens maintenant dans cette opération militaire spéciale. Et c'est quelque chose qui nous rappelons, et c'est quelque chose que je crois que les Russes rappellent aussi. Après, il y a eu une paix, 75 ans, vraiment de paix, de convivialité, de coopération avec la Russie, avant ça, l'Union soviétique, et tout le monde était content. Et nous ne pensons pas que nous sommes encore menacés. Et il faut aussi penser qu'il y aura un changement de régime. Nous parlons maintenant du régime de Poutine. Et j'en suis sûr que les Russes ne pensent pas comme les dirigeants du régime Poutine. Il y a cette volonté des Russes aussi de vivre en paix, de voyager. Et c'était juste comme la Russie s'est bien développée. Qu'est-ce que nous avons maintenant vu aussi grâce à ce service militaire, grâce à ce milieu des affaires? Il y a des centaines de milliers de jeunes Russes qui ont fui le pays parce qu'il n'y a plus de moyens de travailler, de faire le business. Et ça va revenir une fois. C'est toujours dans l'histoire de la Russie que ça change. Mais s'il venait... Alors nous ne pensons pas menacés. Oui, vous ne vous sentez pas menacé, mais s'il venait justement à passer à l'acte, est-ce que vous pensez que la Finlande pourrait éventuellement jouer aussi la carte nucléaire? Non. Malheureusement, il y a maintenant... Poutine qui joue la carte nucléaire. Oui. C'est très, très, très sérieux. Oui. Mais envers de la Finlande, non, je ne crois pas. C'est typiquement de rhétorique russe. Essayer de montrer. Mais non, nous ne pensons pas que nous sommes menacés. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que vous savez que la Russie a fait aussi des menaces hybrides. Et par exemple, 2015-2016, novembre, décembre, janvier, février, il y avait soudain 1800 demandeurs d'asile dans les postes frontières les plus au nord, Raja-Jooseppi et Salla. D'où sont-ils venus? Oui. C'était une opération d'hybride, essayer de trouver la brèche. Oui, voilà. Et alors, c'était le chef de l'armée de la Finlande qui a appelé Gerasimov, son collègue russe. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais que j'ai 14 brigades ici, tu as aussi de 14 brigades. Pourquoi vous ne protégez pas votre frontière russe? Et ça, c'est fini. Ça s'était arrêté. Alors, ce que je veux dire aussi, que c'est quelquefois, il faut parler de langue dure avec la Russie. Et surtout avec Poutine. Malheureusement, nous avons été naïfs. Et maintenant, comme a dit le président finlandais, les masques sont enlevés et ce qu'on voit, c'est le visage de la guerre. La dernière fois que mon président a appelé Poutine, c'était juste informé que la Finlande va demander l'adhésion de l'OTAN. Et après, il n'y a pas eu de coup de fil. Mais ce que je veux dire, qu'il y a toujours cette possibilité de coopérer, travailler ensemble avec la Russie. Et ce que je veux aussi ajouter, comme on a parlé d'interopérabilité de la Finlande vers l'OTAN, ce qu'on appelait Partnership for Peace, la Russie était là aussi. De 1994 jusqu'à 2014, la Russie était dans les opérations de l'OTAN. Toute cette transparence, tout ça. Mais après l'attaque à Crimée en 2014, tout est renversé. Et malheureusement, parce que moi j'aime beaucoup les Russes, j'aime beaucoup le pays, c'est vraiment, vous savez, tous les compositeurs, tous les écrivains, c'est une grande culture.
Et ça va peut-être revenir après que le régime Poutine va être changé. En parlant de régime Poutine, bon, avant d'y arriver, 1300 km supplémentaires de frontières terrestres avec la Russie, colonel Saoud, sur le point de vue sécuritaire et géostratégique pour la Russie. Enfin, en gros, là, vraiment, la Russie est encerclée par l'OTAN. Surtout que, normalement, après l'adhésion de la Finlande, ce qui est dans le pipe, c'est la Suède, suivrait éventuellement aussi, enfin, c'est sûr, l'Ukraine. Vous l'avez dit en préambule, ça double la frontière de l'OTAN avec la Russie. Ça vous fait 2640 km de frontière. Et encerclement, en tout cas isolement, oui. Encerclement, je vais édulcorer un peu parce qu'il reste quand même l'enclave de Kaliningrad, importante base maritime avec du nucléaire, avec des sous-marins, du nucléaire et toute la panoplie des bateaux de guerre. Et on vient d'ajouter les Iskander, évidemment. Et il y a Saint-Pétersbourg aussi. Mais quand vous voyez cette frontière-là, vous avez la Pologne, les 3 pays baltes, la Norvège, la Finlande, certainement la Suède, qui serait accordée vers le mois de juillet, 12-13 juillet, au sommet de l'OTAN, parce qu'il y a la Turquie qui bloque à cause du fait que ce pays abrite le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, et la Hongrie. La Hongrie parce que la Suède est le pays le plus critique dans ce qu'ils appellent la dérive autoritaire du Premier ministre Orban. Et donc, c'est ça qui fait que ça bloque. Mais il y a de l'optimisme dans l'OTAN et on s'attend, évidemment, il faut passer par les élections turques qui sont importantes. Oui. C'est quand même un agenda assez chargé, ça ne se fera pas avant. Les plus optimistes parlent de ce sommet de l'OTAN. Est-ce que la Russie est isolée? Oui, au regard de la joute verbale et des éléments de langage un peu belliqueux, aussi bien du porte-parole que du vice-premier ministre, que du chef de l'État lui-même, qui parle de sécurité nationale et qu'ils vont... C'est une atteinte à notre sécurité, absolument, Peskov, oui. Et qu'en conséquence, ils vont apporter toutes les réponses appropriées pour se couvrir. Il faut signaler quand même que... C'est de la rhétorique, hein. Vous pensez oui, comme nous y sommes. Hakonen. Et le nucléaire, je pense que le nucléaire, compte tenu de la position de la Chine et de l'Inde, ça reste toujours de la joute verbale. Et je finis évidemment par dire que dans le programme de défense de la Finlande, il y a ce fameux mur, cette frontière qui va être tracée dans les points stratégiques en face de l'URSS et qui est déjà actée. On verra si, après ces élections, la nouvelle architecture gouvernementale, on verra s'il va accélérer le processus ou pas. Comme vous le savez, il y a eu des élections. Nous y venons aussi. Nous y venons. Alors, professeur Abou Dahab, donc, est-ce qu'il y a une réorganisation aussi de cette organisation qu'est l'OTAN, en sachant qu'elle commençait à... Vous avez parlé d'élections, hein. Au temps de Trump, l'OTAN, l'avenir de l'OTAN était en question. En jeu. Absolument. Était en jeu. Oui. La fameuse mort cérébrale du président français. Et si Trump est réélu, du coup, ben, en tout cas, on est clairement devant une renaissance de l'OTAN. Absolument. L'OTAN revit. Ça fait les affaires de l'OTAN, en quelque sorte. Hein. Oui. À la limite, je simplifie à l'extrême, mais l'OTAN, il faut le rappeler, chers téléspectateurs, qui a été créé sur la base du traité de l'Atlantique en 1949. Mais déjà, il y avait la déclaration de l'Atlantique, je crois, c'était en 1941. Oui. Les Américains, les Anglais, à l'époque Roosevelt avec Winston Churchill, avaient joué un rôle extrêmement important. En 1942, c'est l'attaque de Pearl Harbor. Et la doctrine de l'OTAN, c'est George Kennan, c'était la doctrine américaine. C'est... comment agenouiller les Allemands, keep the German down, the Russian out,
ne pas permettre à Staline d'envahir plus et davantage l'Allemagne. On le sait, Berlin a été coupé en 4 zones. Et en même temps, permettre aux Américains de garder, on va dire, un pied stratégique au sein de l'Europe, notamment occidentale, pour éviter une extension et un expansionnisme de ce qu'on appelle le péril rouge, le communisme. Et ça a été testé en Grèce, ça a été par ailleurs en Asie, testé en Corée à partir de 1950, etc. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que l'OTAN est toujours mue par les mêmes principes ordonnateurs? Est-ce qu'il faut toujours chasser les Russes? Est-ce qu'il faut toujours permettre aux Américains de se garder en Europe, etc. D'où la révision du concept stratégique de l'OTAN. Quand on lit aujourd'hui, en 2022, le nouveau concept, eh bien, la Russie est inscrite comme étant la première menace réelle pour la sécurité de toute l'Europe et de tous les pays qui sont membres de l'OTAN. Évidemment, il y a d'autres menaces qui sont hybrides, terrorisme, crimes transnationaux organisés, etc. Le dérèglement climatique, vous voyez, oui. Ça veut dire que nous ne sommes plus dans une logique d'abord de dissuasion ou de défense. Nous ne sommes plus dans une logique on va dire, de prévention militaire ou sécuritaire, mais en même temps de lutte contre toutes les formes de menaces qui sont émergentes. Et je crois, encore une fois, cela permet à l'OTAN de se revigorer, plus ou moins, à travers la révision de ce concept qui vient en seconde position après le traité fondateur de 1949. Colonel Saoul, l'OTAN mettait l'accent sur la défense avant pour aller de l'avant? Il faut... L'OTAN maintenant, avec la Finlande et la Suède, qui certainement... je pense que ça ne poserait pas de problème, d'autant plus que le secrétaire général de l'OTAN finit son mandat en septembre. Il voudra quitter sur une note positive. Oui. Et il est optimiste au regard de ses déclarations. Et puis les Américains, les Européens, tout le monde est optimiste, on verra. Il faut faire attention avec quelque chose parce que ce n'est pas gagné d'avance. On parle de l'isolement de la Russie, mais il y a un langage, des éléments de langage qui sont dans la victimisation. Il y a un langage russe dans la victimisation à l'endroit de qui? Eh bien, il s'adresse à ce Sud global. Comme quoi, vous voyez, on est toujours dans l'unipolaire militaire. Parce qu'après le pacte de Varsovie qui est établi, il n'y a que l'OTAN. Donc la période unipolaire militaire est là. Et ça fait un déséquilibre. Et c'est sur ce point-là que la Russie joue avec ces éléments de langage. Est-ce que ça va prendre l'Afrique, en Afrique, en Amérique du Sud, l'Inde aussi, et la Chine, on verra. Parce que ces pays-là, notamment la Chine et l'Inde, avec la Russie, sont en train de faire des velléités de recomposition d'un nouvel ordre mondial. Oui, oui. Et donc, il y a ça à surveiller. Je pense qu'il faut faire attention avec ça, mais il faut que l'OTAN reste une force, une organisation défensive, une organisation qui est qui n'est pas assez belliqueuse. Et il y a un point très important, l'article 5, il ne faut pas se tromper. L'article 5 n'est pas automatique. Vous êtes un pays de l'OTAN attaqué, il suscite plutôt une concertation, mais il n'a pas un caractère automatique de réponse. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument... Un État otanien attaqué, évidemment, on considère que tous les États sont attaqués, mais il n'y a pas l'automaticité de la réponse. Il y a de la concertation avant. Ça, c'est très important. Enfin, je pense que Est-ce que cela signifie aussi qu'il y aura un déploiement de bases de l'OTAN sur le territoire finlandais? C'est une question. C'est une question à discuter. Rien n'est agréé encore. Mais aussi de la part de l'OTAN, ils savent bien que nous sommes bien, comme il a dit, monsieur le colonel, nous avons une force militaire assez forte. Nous n'avons pas besoin de forces. Ajouter
l'indépendance de l'OTAN, comme par exemple les pays baltes. Ils ont besoin des troupes. Oui. Mais nous sommes, comme membres de l'OTAN, nous sommes plus de 2% de notre produit national brut. Nous investissons à la défense. Alors, et ce que j'aimerais bien aussi ajouter, ce que vous avez dit sur la défense de Finlande, la mentalité. Il y a la volonté de défendre de son pays. C'est l'histoire. C'est très, très important. Alors, le porte-parole du Kremlin qui dit que les doctrines de combat de l'armée finlandaise sont dépassées, leur matériel est obsolète. Et puis, il y a quelque chose d'important, Madame Khadija, c'est que avec la Finlande, il peut couvrir tous les pays baltiques. Les 3 pays baltiques dépendent de la force de la Finlande en termes militaires. Je voudrais aussi tourner un petit peu de nouvelles stratégies de l'OTAN, comme monsieur le professeur il a mentionné. C'est vraiment que l'OTAN veut dialoguer avec presque tous les pays. Et ce n'est pas seulement défense militaire, mais aussi combattre contre le terrorisme, qui est très cher pour le Maroc, qui est d'autres pays. Et c'est pourquoi ils sont établis de 1994 déjà ce qu'on appelle Mediterranean dialogue méditerranéen, où sont partis Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël et Jordanie. Et il y a des hauts fonctionnaires de l'OTAN qui visitent ces pays-là. Et on parle déjà même d'une antenne, de baser une antenne en Mauritanie, qui était surtout d'assister dans les questions de problématiques de Sahel. Alors, moi, je vois que l'OTAN, ce sont des fonctions sécuritaires très positives qui viennent maintenant. Et c'est pourquoi j'aimerais bien que les Russes soient aussi au sein de l'OTAN, comme ils étaient dans le Partnership for Peace. Oui. Mais maintenant, c'est un peu utopique. C'est un peu optimiste. Ça relève même de l'utopie, je dirais. Alors, justement, vous avez parlé tout à l'heure de l'importance de l'adhésion de la Suède pour cette adhésion finlandaise. D'abord, pourquoi? Et surtout, qu'est-ce qui a été négocié avec la Turquie pour qu'elle donne déjà son feu vert pour l'adhésion de... Parce qu'ils étaient catégoriques au début, ils étaient contre la Finlande, contre la Suède, comme le disait colonel Saoud tout à l'heure, parce qu'ils abritaient des membres du PKK que la Turquie considère comme organisation terroriste. Il y a aussi les YPG. Bref, donc, est-ce qu'il y a eu des concessions? Et si oui, de quelle nature? Je dirais tout de suite d'abord que pour la Suède, faire demande de l'adhésion à l'OTAN était un pas beaucoup plus grand que pour la Finlande. Pourquoi? Parce que la Suède n'a pas fait de la guerre depuis 1809. Et ils sont toujours être neutres, par exemple dans la Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, plus ou moins neutres. Et c'était un peu comme la Suisse, n'est-ce pas? Suisse nordique. Oui, c'est la Suisse nordique. Et maintenant, tout a changé. Et comme en Finlande, il y a une volonté du peuple d'adhérer à l'OTAN. OK, nous avons reçu, nous deux, un feu vert tout de suite par 28 pays membres. Hongrie, peut-être, les questions de l'état de droit, tout ça, je ne sais pas tout à fait. Mais Turquie était très claire. Ils s'étaient concernés de terroristes, des Kurdes qui habitent en Finlande, qui habitent en Suède. Par exemple, pour la Suède, ils ont présenté une liste de 120 personnes qui devraient être retournées en Turquie. Et ce que nous avons commencé, c'est une négociation trilatérale, Finlande, Suède, Turquie, aussi assistée par l'OTAN. Et je suis sûr que ça va continuer. Ça va continuer pour comprendre mieux les besoins de la Turquie mais aussi les besoins de volonté de la Suède. Est-ce que ces besoins-là s'y vont à l'encontre, par exemple, de droit international, de droit de l'homme international, à savoir quelqu'un qui seeking asylum, qui a demandé l'asile, par exemple, politique, et qu'il figure dans la liste de groupes terroristes selon la Turquie? Est-ce que cela a été négocié aussi? Est-ce que ça risque aussi de effectivement jouer en faveur ou en défaveur de l'adhésion de la Suède?
qui reste très à cheval aussi sur les questions des droits de l'homme, tout comme la Finlande. il faut rappeler, bien sûr, que ce sont des États souverains, la Suède. Il y a des citoyens suédois que la Turquie a demandé de renvoyer. Et alors, il y a cet argument pour le droit international, bien sûr, mais c'est juste trouver le message, le signal que la Suède combatte contre le terrorisme comme tous les autres pays de l'OTAN. Et comme vous avez dit, monsieur le colonel, c'est justement les élections prochaines, en mois de mai, je crois. Ça va être aussi très intéressant dans ce sens. Mais je crois que les résultats sont déjà attendus pour la Turquie. Hein. Les discussions trilatérales vont continuer. Enfin, un tournant, peut-être. On ne sait jamais, c'est l'année des surprises. Alors, Pekka Haavisto, en parlant d'élections, il y a eu des élections aussi en Finlande. Et Sanna Marin donc, ne dirige plus le pays. Elle a d'ailleurs démissionné de la tête, enfin, du secrétariat général du Parti social-démocrate. Alors, il faut rappeler aussi que les gouvernements finlandais sont des coalitions multipartites, n'est-ce pas? Donc c'est bien, ça joue un rôle de modération un peu dans les décisions, parce qu'on ne peut pas, par exemple, si un parti nationaliste venait à prendre les commandes tout seul, peut-être qu'il pourrait revenir sur certaines décisions, notamment sur la politique intérieure, mais aussi extérieure du pays. Est-ce que justement, si un parti comme le Parti finlandais, qui a tendance un peu à avoir des récits très nationalistes, est-ce que vous ne pensez pas que cela pourrait impacter ou peut-être même influencer un peu la politique extérieure de la Finlande? Peut-être pas l'adhésion à l'OTAN, mais de manière beaucoup plus globale, la politique extérieure finlandaise. En général, il y a pas mal de consensus en ce qui concerne les politiques étrangères de Finlande. Aussi comme ici, au Maroc, c'est un sujet très cher pour tout le monde. Mais bien sûr, il y a cette partie qui s'appelle les vrais Finlandais. Ils sont gagnés 46 sièges. 48 pour le modérate conservatif, qui sera pour négocier le programme gouvernement, composition de gouvernement. Ouais. Mais le problème... Et 43 pour le Et 43 pour le social-démocrate, tout à fait. Et après le Pâques, maintenant nous vivons en Pâques en Finlande, après le Pâques, le mardi prochain, il y aura des questionnaires posés pour toutes les parties. Et le Premier ministre, candidat Premier ministre, Petteri Orpo, qui est le président du parti de modérate conservatif, il va, selon les réponses, former le gouvernement. Et ce qui est très sérieux avec les vrais Finlandais, qu'ils sont en but de quitter l'Union européenne. C'est dans leur politique que la Finlande Fixit. Pas Brexit, mais Fixit. Ah, OK. Fille de Finlande, oui. Finish. Mais c'est pas... Je pense que tout le monde est très, très content avec être membre de l'Union européenne. Alors ça peut être une des décisions décisives, une solution décisive quand nous faisons le nouveau gouvernement. Mais comme vous avez dit, bien, nous sommes habitués dans les gouvernements de coalition. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 5-6 partis, et il faut faire des compromis. Alors, c'était une élection très, très, très passionnante, très, très intéressante. On va voir qu'est-ce que ça va donner. En attendant que ce gouvernement soit, bien sûr, installé, déjà formé, ce qui risque de prendre quelques semaines, peut-être même quelques mois. Bon, nous avons une histoire de former le gouvernement très rapidement, parce que nous sommes les plus heureux du monde. Mais surtout les plus rapides. C'est aussi plus rapide. Même l'adhésion de la Finlande à l'OTAN a été la plus rapide de l'histoire de l'OTAN. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Vous êtes des rapides. Mais il ne faut pas préjuger. On va voir, laisser les négociateurs de former le gouvernement. Mais concernant justement la question de politique étrangère, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de différences. Par exemple, maintenant, dans les campagnes électorales, en mois de mars-avril, l'OTAN n'était pas jugée. Voilà. La sécurité n'était pas jugée. C'était l'économie. C'était l'économie. C'est ça. Affaires sociales, tout ça. Éducation. Exactement. Professeur Abu Daha, peut-être un mot sur ce tournant stratégique aussi pour la guerre en Ukraine.
Pour la guerre en Ukraine, alors, pardon, excusez-moi, il y a eu bien sûr cette semaine l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Il y a eu cette réunion aussi, quelques jours plus tôt, entre Vladimir Poutine et Xi Jinping. Il y a eu le président français qui s'est rendu en Chine. Gros point d'interrogation sur le résultat de cette... voilà, très dubitatif, colonel Saoud. Alors, beaucoup de choses sont en train de bouger. En faveur de qui et qu'est-ce qu'on devrait attendre dans les prochains jours dans cette guerre en Ukraine? C'est-à-dire, surtout... c'est complexe, absolument. Mais la guerre en Ukraine, c'est un accélérateur. Je crois qu'il y avait des signes avant-coureurs, au moins depuis 2014, avec l'annexion de la Crimée. Et cela dénotait d'une volonté d'acier de l'équipe de M. Poutine d'aller encore de l'avant, parce qu'on a eu l'impression que, en fait, mais au moins quand... on prête une sorte d'oreille attentive à ce que disait Poutine. C'est comme s'il est agressé. Il a vécu d'ailleurs comme un traumatisme la dislocation de l'Empire soviétique. Donc c'est la revanche de l'histoire et la revanche des territoires. Et donc à ce moment-là, la meilleure attaque, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc il fallait quelque part stopper, parce qu'il disait que l'Occident, de façon générale, même si je n'aime pas beaucoup les clichés, avait promis que l'OTAN n'allait pas encore s'étendre aux pays anciennement faisant partie du bloc de l'Est. Ça commence avec la Pologne, etc. etc. Oui. Et donc cette extension, et notamment l'Ukraine, et ce coup d'État qui aurait été provoqué à la suite de l'immixtion d'un certain pays occidentaux, avait plus ou moins sonné le glas d'une certaine, non pas paix, mais d'un armistice ad minima qui a été passé entre les deux pays. Aujourd'hui, je crois que nous sommes dans une accélération, peut-être un nouvel ordre mondial, mais quelle est sa nature, sa configuration? Par ailleurs, on voit la Chine bouger avec la Russie et d'autres dans le cadre de l'OCS. Avec parcimonie dans le conflit ukrainien quand même. Hein. Absolument, parce que la Chine a des calculs aussi, et elle ne peut pas prendre trop de risques, parce qu'en même temps, elle a besoin du marché de l'Occident, elle fait partie de l'OMC, entre autres choses, depuis 2001. Ou 2002, l'Organisation mondiale du commerce, et en même temps, et c'est très bien qu'elle dépend aussi en partie de l'Occident, du moins sur le plan énergétique, sur le plan de la technologie, etc. Et là, c'est calcul. Mais il ne veut pas froisser son allié russe, si je puis m'exprimer ainsi. Certains disent qu'il ne s'agit pas d'une alliance au sens vrai du terme, il ne faut pas la lire uniquement avec les lunettes occidentales. Donc l'organisation de coopération... Non, mais si ce n'est pas une alliance, c'est quoi? Enfin, je veux dire... C'est un pacte, si vous voulez, une coalition, on va dire une coalition. C'est-à-dire, on n'a pas signé un pacte... Mais pas militaire. Pour une... C'est-à-dire que la Chine ne devrait pas fournir d'armes, parce qu'il faut parler... Et elle le fait... ne devrait pas fournir d'armes à la Russie pour le moment. Et elle le fait intelligemment. On a vu la visite de M. Macron, parce que l'idée, la France rejoindre un peu les lignes de la soie, etc. Et par ailleurs aussi, il y a des choses qui se passent au sein de notre continent, dans le monde arabe, l'Arabie saoudite avec l'Iran, Israël, etc. La Chine. Donc, en tant qu'internationaliste, que je vois que peut-être ça augure d'un nouvel ordre mondial. Peut-être l'ordre de 45, ce qu'on appelle l'ordre de Yalta, aujourd'hui n'est plus. Il faudra un peu revoir les choses, les configurations. C'est quoi l'ONU ? En 1975, à Helsinki, il y avait la création de l'OSCE, c'est-à-dire l'Organisation de coopération et de sécurité en Europe. La Finlande jouait un rôle. Moi, je crois que pour la Finlande, c'est un coup de promotion remarquable, à mon sens, sur le plan du marketing géopolitique, parce qu'à un moment donné, maintenant, un peu, elle sort du lot. Et je crois que, d'ailleurs, on le dit, c'est le premier pays à avoir produit les Nokia, qui était un leader à un moment donné. Je crois que c'est une fenêtre d'opportunité, opportunity window pour la Finlande, pour peut-être un peu accélérer son offensive sur le plan international. Rien à voir, juste parce que je profite de votre présence avec nous, colonel Hassan Saoud, des infos sur le changement du chef d'état-major de l'armée russe. Vous en dites quoi? Et si c'est le cas? Vous savez, Gerasimov, permettez-moi d'abord de faire une précision, si vous permettez, concernant l'éventualité d'une escalade. Le président Poutine n'a pas pris l'adhésion de la Finlande pour une menace. Mais la menace pour eux, c'est l'installation des matériels et de l'infrastructure militaire de l'OTAN. Et je pense que la Finlande va aller dans la posture danoise. Pas d'installation permanente, c'est quand même à préciser. Et pour la Chine a été froissée par le fait que la Russie a installé des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Et il lui a fait savoir. Donc il y a et il n'y a pas de pacte. Dans le communiqué, il y a une amitié durable. Les mots en diplomatie sont très importants. On a parlé d'amitié durable, ce qui n'est pas la même chose.
Donc, pour votre question... Sur les chefs d'état-major russes. Je pense que Gerasimov et Shoigu sont les plus fidèles alliés de Poutine. C'est des amis. Et puis, il y a autre chose pour Gerasimov, c'est le point focal avec les États-Unis. C'est le seul interlocuteur avec le Pentagone. Et il est en même temps chef des opérations, de cette opération spéciale. Je ne sais pas, l'armée est en train de se renforcer au détriment de la milice Wagner, au regard de ce qui s'est passé ces derniers jours. Je pense que Gerasimov n'est pas prêt de partir, et ça n'engage que votre interlocuteur. En tout cas, s'il venait à partir, on va refaire une émission et notre cher interlocuteur fera certainement partie des intervenants. Alors, un dernier tour de table, vraiment très rapidement. Justement, la menace russe sur peut-être qui risque de faire peser sur la Finlande. Peut-être pas demain ou après-demain, peut-être dans 10, 15 ans. Pekka Halvonen. Non, je crois que, comme je dis déjà, il y aura un changement de gouvernement. C'est les Russes qui gèrent ça. Et on n'a pas parlé de Prigozhin, qui est le chef de Wagner, oui, j'en ai et qui est maintenant un peu contre le... Il y a pas de coopération entre l'armée et les Wagner Prigozhin. C'est aussi un message un peu bizarre de côté militaire. Les stratégistes militaires en Finlande, ils analysent la situation qu'il y a beaucoup des signaux de faiblesse. Exactement. Par exemple, cette opération spécifique militaire, ça n'a pas réussi. Du tout. Alors, mais essayons de travailler pour qu'il y ait cet environnement de coopération sécuritaire, comme vous avez fait référence à 1975, l'acte final de Helsinki, dont tout l'ont signé, l'Union soviétique à l'époque. Il y a une organisation sécurité coopération en Europe, à Vienne, dont tous les engagements, la Russie a cassé maintenant. Et c'est malheureux. Mais vous savez aussi que l'histoire, ça suit, et ça va être... La Russie, c'est un pays merveilleux. C'est une histoire qui va revenir, et les Russes vont gagner le terrain. Et moi, on ne peut pas dire que... Est-ce que nous avons vécu une Russie démocratique? Non. Mais moi, je suis optimiste. J'espère qu'on va retourner dans cette coopération avec tous les pays. Et les installements, ils sont toujours là. Oui. Alors, c'est très très difficile aussi de savoir ce que pensent vraiment les Russes, parce qu'il y a cette omerta déjà par le pouvoir en place, donc à Moscou, et aussi les médias occidentaux n'ont pas vraiment accès, et puis aussi il y a cette guerre informationnelle. Donc la guerre se joue aussi sur les réseaux sociaux et en termes d'information. Un dernier mot, messieurs, colonel Saoud, pour commencer, pour clore ce débat. En tout cas, l'OTAN se renforce. L'OTAN gagne du terrain stratégique, incontestablement géopolitique, et sur le plan mais il ne faut pas en faire un instrument de guerre, quelle que soit la situation. Il faut, à mon humble avis, qu'elle reste une force de dissuasion, comme c'était pendant sa création, et que le fait d'aller dans l'escalade par rapport à la Russie doit inquiéter, compte tenu de ce côté irrationnel qu'il y a en Russie et ce côté de réaction un peu démesurée que tout ça peut générer. Il faut rester dans cet équilibre parce que c'est dans l'esprit du président Poutine, la désagrégation de l'URSS est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Il continue à le penser. Et il en souffre même. Professeur Abou Dahab, un dernier mot. Rapidement, moi je suis d'accord avec M. l'ambassadeur, puisque le lancement du dialogue méditerranéen de l'OTAN, 1994 à Istanbul, j'avais la chance de visiter cette institution à 2 reprises, et je sais que l'OTAN fait aussi dans le cadre de la compréhension de l'autre, et en même temps se rapprocher de l'autre pour
évidemment collaborer ensemble, parce que de toutes les façons, les menaces nous guettent ensemble. Et par ailleurs, nous espérons que plus tard, peut-être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, s'il y a un changement progressif en Russie, que l'on puisse revenir à ce dialogue, parce qu'au final, la guerre est destructrice pour tout le monde. Vous savez, la Charte des Nations Unies commence par cette citation d'indicible souffrance, en parlant de la Première Guerre mondiale, la Deuxième. Donc au final, je suis tout à fait d'avis avec Si Hassan, deterrence, hein, la dissuasion peut-être c'est mieux, mais là, à devenir offensif et provoquer l'autre, je crois que également, chacun des deux parties doit revoir le mode opératoire et au final, nous sommes tous des humains, il faut travailler pour construire le monde de demain. Merci beaucoup, Zakaria Abou-Dahab. Merci, colonel Saoud. Mes remerciements vont aussi à l'ambassadeur de Finlande à Rabat, son Excellence Pekka Haivonen. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Merci de même. Et merci à vous de nous avoir suivis. Très, très bonne suite des programmes et merci pour votre fidélité.